France 24 et Public Sénat présentent. Bienvenue en 2024, une année électorale importante pour l'avenir du continent, mais sans Jacques Delors, décédé à 98 ans. Il était l'un des grands architectes de la construction européenne, charismatique président de la Commission européenne pendant une décennie, entre 1985 et 1995, donnant ses lettres de noblesse à cette institution communautaire. Il a aussi été un artisan visionnaire. On lui doit la création du marché unique et de l'espace Schengen, permettant la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Jacques Delors a aussi initié la création de l'euro, la monnaie unique qui est utilisée aujourd'hui par 20 États européens. Alors, délaissant des ambitions présidentielles françaises en 1995, il a su continuer ces 30 dernières années à fournir des idées au projet européen, tout en ayant un regard critique sur la gouvernance économique de l'Union et aussi sur le manque de solidarité entre les États. Que reste-t-il de l'héritage de Jacques Delors dans une Europe où le projet fédéral est freiné par une poussée souverainiste dans de nombreux pays ? Alors pour en débattre aujourd'hui, deux invités, représentant d'ailleurs ces deux tendances sur notre plateau. Bernard Guetta, bonjour, eurodéputé français du groupe Renew au Parlement européen, c'est la majorité présidentielle en France. Et puis nous sommes aussi en duplex avec Assita Kanko. Bonjour Madame Kanko, eurodéputée belge, membre du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement européen, à la droite de la droite dans l'hémicycle. J'ai envie de commencer par une première question un petit peu sur la vision de Jacques Delors à la fin de sa vie. Est-ce qu'il aurait été fier de notre Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle s'est construite ? Bien que j'ai très bien connu Jacques Delors, dont j'ai été très proche, je ne me sens pas le droit de parler au nom d'un mort, évidemment pas. Mais je pense que oui, il aurait aujourd'hui plusieurs raisons d'être fier de l'Union européenne. Parce que depuis 2016, 2017, depuis la première élection, j'espère la dernière, de Donald Trump, l'Europe s'est, je dirais, politisée. L'Europe s'est affirmée sur la scène politique internationale en comprenant que la protection nucléaire américaine ne lui était pas assurée, c'est le moins qu'on puisse dire, ad vitam aeternam, qu'elle devait donc se doter d'une défense européenne. On a commencé déjà à acheter des munitions en commun. Le tabou sur l'idée même de défense européenne est tombé. Le tabou sur les emprunts communs est tombé au moment de la pandémie. Or, vous savez qu'un des grands regrets de Jacques Delors était que l'introduction d'une monnaie commune, unique en l'occurrence d'ailleurs, de l'euro, n'ait pas été accompagnée d'une politique économique, fiscale, politique industrielle commune. Or, donc des mouvements fédéralistes, vous dites ? Non, j'ai pas prononcé ce mot-là. Communautaire. Exactement. Assita Kanko, vous êtes d'une autre génération, vous êtes aussi d'un autre bord politique, plus souverainiste. D'ailleurs, on a peu entendu les hommages des eurosceptiques au moment de la disparition de Jacques Delors. Vous ne lui devez rien à Jacques Delors en tant qu'élue européenne ? Écoutez, tout d'abord, une petite rectification. Le groupe ECR, dont je suis la vice-présidente, n'est pas un groupe à droite, de la droite au Parlement européen. C'est un groupe qui se situe entre le PPE et le groupe ID, qui est le groupe à droite, de la droite au Parlement européen. Donc nous sommes de centre droit. Et ensuite, à propos de Jacques Delors, moi j'admire énormément le travail accompli par la génération de Jacques Delors et par Jacques Delors lui-même. Et aujourd'hui, l'héritage de Jacques Delors est extrêmement important. C'est vrai qu'on ne s'est pas précipité sans doute sur Twitter à ce moment-là. Chacun de nous était aussi en même temps avec sa famille. C'était pendant une période, cette période-là de l'année. Maintenant, ce qu'il a défendu, le marché commun, les valeurs européennes, la détermination, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut poursuivre et réaliser ce rêve, surtout au niveau du marché commun? Quel est le plus gros danger au sein de l'Union européenne aujourd'hui pour le marché commun, le marché interne? C'est
l'échec par rapport à la politique migratoire. On a pu constater il y a quelques semaines que l'Allemagne, par exemple, a commencé à mener des contrôles au niveau des frontières internes de l'Union européenne. Et ce n'est pas la première fois, parce que l'Europe a échoué. L'Europe a échoué dans la protection des frontières. Je termine là-dessus. L'Europe a échoué dans la protection des frontières extérieures. Et j'aimerais rajouter qu'aujourd'hui, si on ne résout pas le problème de l'immigration, si on ne résout pas le problème de l'intégration, on ne va pas réussir à conserver l'Europe dont Jacques Delors a rêvé. Et ce rêve-là, je le partage. Alors c'est vrai que vous entendez quand même que les souverainistes, en tout cas, mettent en cause, en particulier dans cet héritage de l'or, Schengen, l'espace de libre circulation, qui, avec des frontières qui donc sont rétablies pour des questions migratoires à plusieurs occasions. Est-ce que ça, finalement... Je ne crois pas que le problème soit... la libre circulation entre les États membres de l'Union européenne. Le problème, si problème il y a, et il y a problème, évidemment, ce sont les frontières extérieures de l'Union européenne. Et là, et de effectivement, Schengen. et là, de l'Union européenne, les frontières extérieures de l'Union européenne. Et là, effectivement, nous avons failli collectivement. Mais la faute à qui ? Peut-être... à tous les partis des différents États membres de l'Union européenne qui s'obstinent à dire qu'il ne faut pas de politique commune, que le régalien, et notamment la question de l'immigration, doit relever de chacun des États membres. Depuis des années, la Commission et les forces les plus communautaires appellent à une politique européenne commune de l'immigration. Et de répartition des réfugiés, surtout. Notamment, et qui a si longtemps bloqué, puisque maintenant, ça y est, à peu près, on dirait. Mais qui a si longtemps bloqué ? Eh bien, ces forces... Le pacte migratoire, en particulier. Exactement. Eh bien, ces forces que madame ne veut pas appeler d'extrême droite ou même de la droite, eh bien, ce sont vos forces, ces courants politiques qui ont bloqué pendant tellement d'années la régulation de l'immigration aux frontières de l'Union. Moi, je suis une femme née au Burkina Faso. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai vécu tout ce qu'on peut vivre sous les traditions. Aujourd'hui, en Europe, je suis une femme qui incarne l'intégration réussie. Une femme qui demande que les gens s'intègrent, qui demande une politique migratoire qui tient compte de ce que veulent les Européens. Ce que Jacques Delors dit, moi je le respecte, mon parti trouve que c'est très bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il manque de la détermination au sein de l'Union européenne pour trouver des vraies solutions aux problèmes. Pour le groupe de mon collègue ici présent et pour beaucoup de gens à gauche, la solution contre l'immigration illégale, c'est appliquer le programme de la gauche. Mais non, ça ce n'est pas la solution. Bien au contraire, l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. L'Europe a droit à l'immigration choisie. L'Europe a droit à l'intégration réussie. C'est dire ça, c'est d'être d'extrême droite. Alors, think again. Il faut réfléchir à nouveau à ce sujet. Je ne vous ai pas du tout dit que vous étiez d'extrême droite à cause d'une politique migratoire. Je vous ai dit que vous n'étiez pas de centre droit, parce que quand on est entre le grand parti de centre droit, qui est le Parti populaire, et le parti d'extrême droite, qui est Identité et démocratie, c'est comme ça qu'il s'appelle, Identité et démocratie. Où siège le Rassemblement national. Voilà, on est au minimum, ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire, à la droite radicale. Nous ne sommes pas à droite de la droite, je suis une femme de centre-droit. On va se recentrer sur le sujet de ce débat qui est quand même l'héritage de Jacques Delors pour la construction européenne. Mme Kanko, s'il vous plaît, on va rester concentré quand même sur Jacques Delors. Il a œuvré, Bernard Guetta, à la création d'un marché unique, d'une monnaie unique. Avec le recul, est-ce que pour vous, ce sont de véritables réussites pour le développement des pays européens ? Oui, avec un bémol. C'est que nous n'avons pas encore suffisamment de politique économique commune, et notamment de politique fiscale, par exemple. Et ça, Jacques Delors l'a toujours déploré. Il aurait souhaité, au moment même de l'introduction de la monnaie unique, qu'elle soit accompagnée, cette introduction, de politiques économiques communes. On n'y est pas encore, mais on vient de faire, ces dernières années,
je crois, des progrès significatifs dans cette direction. Mais ce ne sont encore que des progrès significatifs dans cette direction, si significatifs soient-ils. Asita Kanko, l'euro, le grand marché, beaucoup de partis justement souverainistes ont longtemps été critiques. Aujourd'hui, c'est adoubé par les opinions publiques. Est-ce que vous êtes 100% pro-euro et grand marché ? Évidemment, moi je suis pro-euro et grand marché, je suis flamande et la Flandre, c'est une économie ouverte, c'est une des plus grandes économies ouvertes en Europe. Et donc pour nous, le marché commun est extrêmement important. C'est pour ça qu'on admire aussi le travail qui a été fait. Et pour le protéger, il faut résoudre les problèmes qui aujourd'hui minent l'Europe et mettent ce marché commun en danger. Et un de ces problèmes-là, c'est la politique migratoire et c'est la politique d'intégration. Aussi la politique monétaire, économique et monétaire dans différents pays. On prend par exemple la Belgique avec un énorme trou budgétaire de plus de 20 milliards. Donc tout ça, c'est un gros souci. Il y a évidemment eu des erreurs dans l'élan de l'Europe pour aller vers l'euro où les chiffres n'ont pas été bien contrôlés, notamment en Grèce. Et ça, ce sont des erreurs qu'on doit admettre que l'Europe a commises. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est une grande réalisation et qu'aujourd'hui, ça donne à l'Europe une force au niveau international qu'il faut conserver. Bernard Guetta, est-ce qu'il n'y a pas manqué un pilier social dans toute cette architecture européenne Bien qui est quand même basée sur l'économie et sur les échanges financiers, une lacune sociale d'ailleurs que reconnaissait Jacques Delors. Et déplorait, comme je le déplore. Évidemment qu'il faudrait des politiques sociales beaucoup plus développées, beaucoup plus affirmées. Évidemment qu'il faudrait faire des progrès en ce sens, mais de nouveau, écoutez, il y a maintenant quelques mois, les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le principe d'un salaire minimum, non pas d'un salaire minimum unique dans tous les pays de l'Union européenne. Évidemment pas, puisqu'il faut tenir compte des différences de niveau de vie, des différences de produits intérieurs bruts, etc. Mais que dans chaque pays, il y ait un salaire minimum, ben oui, ça y est, on s'est mis d'accord là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu beaucoup d'années pour arriver à cette évidence ? Parce que malheureusement, à mes yeux, il y a beaucoup trop de forces politiques dans nos différents pays qui se réclament, je dirais, de Margaret Thatcher ou de ces idéologies économiques, des idéologies économiques de ce type, et qui sont hostiles par principe, par idéologie, je dirais, à tout développement des politiques sociales et qui sont même partisanes d'une régression sociale, il faut bien le dire. Alors, Asita Kanko, vous disiez votre parti, la NVA, s'intéresse beaucoup au grand marché, mais est-ce que pour autant l'Europe doit aussi légiférer en matière sociale, salaire minimum effectivement européen, normes sociales, charte des droits fondamentaux en matière sociale ? Je pense qu'il faut faire une distinction très claire entre ce pourquoi l'Europe est compétente et ce pourquoi les États membres sont compétents. Donc l'Europe doit avoir de la valeur ajoutée, doit compléter ce que les États membres ne peuvent pas faire eux-mêmes. Donc elle ne doit pas légiférer en matière, en matière sociale. Cependant, elle doit offrir un cadre, ce qu'elle fait, un cadre au sein duquel on respecte les droits des personnes. Et ça, c'est dans les bases même des traités, dans les bases même de ce que l'Europe incarne. Maintenant, au niveau de la politique sociale, de la politique de l'emploi, c'est une compétence nationale. Et en se substituant aux États membres pour mener sa politique sociale à sa place, je pense que l'Europe se met en danger parce qu'évidemment, on a 27 États qui sont totalement différents, qui ont des réalités économiques différentes, qui ont des structures différentes. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je ne crois pas non plus que ce soit à l'Europe de mener une politique fiscale, par exemple. L'Europe peut, par contre, elle le fait d'ailleurs d'un point de vue budgétaire, en imposant des normes à respecter aux États membres. Et c'est ce cadre-là, c'est sur ça que les États membres doivent se baser pour mener leur politique à divers niveaux. Il y a là un point de divergence entre les forces politiques que nous représentons. Moi, je crois au contraire que nous devons avoir une harmonisation de nos fiscalités. Certainement pas dire que dans les 27 pays, il faut le même code fiscal. Non, certainement pas. Mais une harmonisation de nos fiscalités, certainement oui. Pourquoi ? Pour éviter, par exemple,
qu'un ou plusieurs États membres ne pratiquent des politiques de dumping fiscal en attirant de grandes entreprises en leur disant écoutez, chez nous, vous n'allez pas payer plus de 10 ou 15% d'impôts, alors que dans d'autres pays, vous allez payer 20 ou 25. Non, ça, c'est pas bien, ça n'est pas possible. Nous constituons un ensemble, nous avons des règles communes, un budget commun, des politiques communes. On ne peut pas admettre qu'il y ait des politiques de dumping fiscal au sein de l'Union. Bernard Guetta, un mot sur le leadership européen qu'incarnait Jacques Delors. Il incarnait une gouvernance européenne forte, avec une commission forte. Vous savez pourquoi ? Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, les grandes décisions se décident dans les tractations entre les 27 pays. Est-ce que l'intergouvernementale, voilà. finalement. Est-ce que cette ambition fédéraliste de Jacques Delors, elle a disparu ? Mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Et quand j'entends les souverainistes, les partis dits souverainistes, déplorer que nous ne vivions pas dans l'Europe des nations, je leur dis, mais écoutez, attendez, ouvrez les yeux. Précisément, nous vivons aujourd'hui dans l'Europe des nations. Parce que qui décide véritablement aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est le Conseil européen. Et le Conseil européen, qu'est-ce que c'est ? C'est la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Et c'est entre ces 27 hommes et femmes que se décident toutes les politiques. J'entends l'essentiel, naturellement, l'essentiel des politiques européennes. Nous vivons dans l'Europe des nations et aucunement dans une Europe fédérale. Aucunement. Asita Kanko, finalement, cette méthode communautaire de Jacques Delors, est-ce qu'elle n'a pas du plomb dans l'aile ? On a vu ses successeurs à la Commission européenne étaient beaucoup moins effectivement charismatiques, ne mettaient pas d'ailleurs régulièrement leur démission dans la balance pour faire passer les projets qui leur tenaient à cœur. C'est aux citoyens d'avoir le leadership. Nous sommes ici pour servir le citoyen et c'est la voix du citoyen européen qui doit être entendue au sein des institutions européennes. Alors, qui sont les personnes qui représentent démocratiquement les citoyens européens ? Ce sont les représentants des États membres au niveau du Conseil et ce sont également les députés européens qui sont directement élus par les populations européennes. Pour ce qui est des citoyens européens, ils vont évidemment re-rendre leur verdict en juin prochain, élections européennes très attendues pour l'année 2024. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Public Sénat. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.